Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Vox Africa dans le cadre de cette nouvelle chronique. Actualité oblige, nous restons au Niger. Maintenant que l'option d'une intervention militaire de la CEDEAO s'éloigne progressivement et sûrement, quelles options restent-ils au va-t-en-guerre, avec notamment des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal ou encore au niveau européen, la France? During that initial meeting, we voiced our solidarity with the people of Niger and their democratically elected president, His Excellency Mohamed Bazoum, by condemning the military takeover and the unjust detention of their democratically elected president and other officials. More so, in reaffirming our relentless commitment to democracy, human rights, and the well-being of the people of Niger, it is crucial that we prioritize diplomatic negotiations and dialogue as the bedrock of our approach. À côté de cela, on a noté effectivement le rejet de certains pays, à l'instar de l'Algérie, bien entendu, du Mali, du Burkina Faso qu'il avait fait dès le départ avec la Guinée. Donc on se retrouve dans une situation d'impasse. La CEDEAO ne sait plus vraiment à quel sein se vouer, ce qui rend la situation de plus en plus complexe. Toujours est-il qu'il ne faudrait pas, pour ceux qui sont dans une posture de non-intervention militaire, s'endormir, parce que comme on peut s'y attendre, il y aura forcément une riposte. L'enjeu Niger est tellement important qu'on ne peut pas penser que les puissances qui ont intérêt à ce qu'il y ait un retour au statu quo ante dans ce pays restent sans rien faire. Puis on parle également de certaines manœuvres françaises, justement dans certains pays africains. Qu'est-ce qui se pointe à l'horizon? Mais brièvement, M. Qassimi, s'il vous plaît. Vous savez, je vais essayer de condenser tout ça en quelques mots. D'abord, oui. Alassane Ouattara a toujours agi en tant que supplétif des forces extérieures françaises en Afrique. Donc c'est un homme qui est décrédibilisé de par son passé, de par son statut et de par sa duplicité. Maintenant, nous assistons à un scénario qui est assez dangereux. La France cherche par tous les moyens à dupliquer le scénario qu'elle a redéployé au nord du Mali, à savoir d'organiser la partition du nord du Niger. Et elle est en train d'actionner un peu tous ces relais. D'abord, le premier point, c'est d'avoir libéré 12 chefs terroristes et de les avoir acheminés vers la région de Tillabéri pour renforcer un peu le maquis terroriste pour s'attaquer aux nouvelles autorités nigériennes. Le deuxième point, c'est qu'elle a actionné un ancien rebelle qui a été recyclé d'abord comme sous Youssoufou et sous Bazoum comme ministre d'État. Vous devez savoir que le Rissa Agbola, en 2005, a été condamné à mort par la justice nigérienne pour avoir tué, assassiné un opposant. Il s'est enfui en France, puis il s'est mis sous la coupe et sous l'autorité et la protection des services spéciaux français. Et qui revient, bien sûr, qui est revenu, bien sûr, comme ministre d'État avec Youssoufou, avec Bazoum. Donc c'est le même rebelle qui revient et qui essaye de fédérer quelques tribus au nord du Niger pour essayer d'organiser une rébellion armée contre les nouvelles autorités. Donc vous voyez à peu près que tous les ingrédients d'une conflagration au niveau du Niger sont déjà réunis. En plus de cela, il faut ajouter que la France est en train d'acheminer des armes très très importantes au niveau du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau du Sénégal. Et vous devez savoir que c'est des armes qui vont arriver bientôt en Niger pour armer des groupes armés, pour les mettre à la disposition des groupes armés et des groupes terroristes. Et là, l'Algérie, je voudrais un peu souligner ce point, devrait prendre toutes les dispositions pour anticiper un peu la dégradation de la situation avec, au niveau des frontières nigériennes, de mobiliser tous les moyens pour faire face à tous les périls et tous les imprévus. Merci beaucoup, M. Qassimi. Merci beaucoup, M. Qassimi. Qui connaîtra une situation un peu inédite. Alors, ce qui se passe généralement dans ce genre de cas, c'est qu'on aura très probablement dans les prochains jours un groupe rebelle qui va émerger dans le nord du Niger. Et on a déjà un certain nombre d'éléments qui peuvent nous amener à soutenir cette thèse. Mes chers compatriotes, aujourd'hui l'heure est grave. Notre pays notre peuple ne peut longtemps supporter les privations qui lui sont infligées par les sanctions de la CEDEAO du fait de l'irresponsabilité d'un général corrompu et traître et de quelques complices.
C'est pourquoi, face au péril qui guette notre nation, nous, dirigeants de l'UFPR, après concertation avec d'autres compatriotes, décidons de créer le Front patriotique de libération FPL. C'est forcément un mouvement rebelle qui est en train de naître et qui va certainement bénéficier du soutien des Vats en guerre. N'ayant pas pu aller au bout de la logique d'une intervention militaire avec la CEDEAO, comme ils l'auraient souhaité, ils n'ont plus que cette option qui est celle de mettre le Niger dans une situation de partition de fait. C'est le Niger. Il y a eu une très grosse attaque aujourd'hui avec au moins 17 soldats nigériens qui ont été tués vers la frontière malienne par des djihadistes. Est-ce que les djihadistes vont en profiter? C'est un petit peu la question. Eh ben, malheureusement, c'est ce que l'on craint tous, les Français en premier, bien sûr, parce qu'ils étaient en première ligne, mais les Occidentaux de manière générale, les Américains également. Tous les pays qui sont concernés par la stabilité de l'Afrique craignent effectivement une poussée des djihadistes après le retrait, notamment des forces d'intervention militaires françaises au Mali, au Burkina Faso et peut-être demain au Niger. Quels sont les faits? Donc, on est exactement à Koutougou, 235 km au nord-ouest de Niamey, effectivement dans la zone des trois frontières avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une zone très instable, très active au niveau des djihadistes. Et là, il y a une embuscade certainement, une défensive en tout cas annoncée par les Maliens. On ne connaît pas le nombre de tués côté djihadistes. Il y en aurait plus d'une vingtaine, une trentaine, mais ça, c'est difficile à vérifier. Alors c'est exactement tout ce qu'on craignait après ce putsch. Ce genre de pratique, ce serait pas une innovation parce que, comme on le sait déjà, la France, en l'occurrence, elle, a essayé de diviser le Mali. Et ça, celui qui en parle le mieux, c'est le Premier ministre malien actuel. Comment peut-on parler de trahison dans ces circonstances-là? Est-ce que vous savez que des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, on dit clairement qu'il faut donner l'autonomie au Nord. Il faut un plan d'autonomie, que les Maliens du Nord et du Sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération. En fait, ils voulaient diviser le Mali, pas une fédération. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à ATT qu'il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un État. Donc, quand après le pays a été envahi et que notre gouvernement a saisi l'État français, ce qui a été dit, convenu, pourquoi je parle de trahison? Ce qui a été convenu, la lettre est très claire. Appui aérien et à renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. C'est les soldats maliens qui ont libéré Konna, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tombouctou. Arrivé à Néfis, c'est l'armée française qui leur a barré la route. C'est la mer des C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal? C'est authentique. Avec quelle explication? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali? Ils se sont opposés par les armes. Et l'ambassadeur de France, qui était là en ce moment, il s'appelait Christian Rouillet, pour avoir dit à son gouvernement, vous êtes en train de faire une faute. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs, ni dans la communauté touareg, ni dans la communauté. Ne vous discréditez pas avec eux. 2 jours après, on l'a relevé. Comme on le sait, avant le Mali, le Soudan, après 70 ans, a fini par être divisé. Parce que justement, quand certaines puissances n'arrivent pas à imposer leur volonté, n'arrivent pas à imposer le dirigeant qui leur est favorable, ils optent souvent pour cette option-là, diviser le pays pour être sûr qu'ils contrôlent au moins la partie qui les intéresse, la partie qui a des intérêts stratégiques et même qui regorge généralement des ressources. À côté du Soudan, on se rappelle aussi de la Côte d'Ivoire avec la rébellion portée par Guillaume Soro qui avait imposé une partition de fait de ce pays-là. Nous pouvons également, pour terminer avec ces exemples, évoquer le cas libyen avec justement une rébellion fantôme qu'on a fait naître à Benghazi quand on a voulu renverser le guide libyen Muammar Kadhafi.
En guise de conclusion, il est très important de comprendre que tous ceux qui sont mobilisés pour la défense de la dignité africaine, pour la défense de la souveraineté des États africains, ne doivent pas penser que l'essentiel du travail doit se concentrer sur la CEDEAO ou encore sur l'Union africaine ou sur les pays va-t-en-guerre qui se sont prononcés. Les Nigériens n'ont qu'à être très vigilants parce qu'il va y avoir une nouvelle stratégie qui va se déployer sur le terrain, qui va consister, comme on l'a démontré tout à l'heure, à diviser le pays à travers justement l'émergence d'un ou de plusieurs groupes rebelles pour fragiliser les nouvelles autorités de ce pays. Question pour les uns et les autres de mettre le pays dans une position totalement ingouvernable. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs pays africains se retrouvent aujourd'hui jonchés de groupes rebelles. Le cas de la République centrafricaine ou encore de l'Est de la République démocratique du Congo sont là pour témoigner de ce fait-là à suffisance.